Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un influenceur TikTok appelé Pafman qui fait la une de l'actualité par son discours masculiniste de culture du viol, de passer outre le consentement. Et on va donc profiter de cette affaire pour parler de tout ce qui va être justement qu'est-ce que le consentement, qu'est-ce que la culture du viol et évoquer des affaires de violence sexuelle. Donc, bien évidemment, trigger warning pour toutes les personnes que ces thématiques pourraient blesser, qui pourraient être fragilisées par rapport à ces thématiques, donc les thématiques, bien entendu, du viol, du non-consentement, de l'agression sexuelle, etc. Trigger warning. Donc plongeons-nous dans cette affaire, l'affaire donc de violence sexuelle. Et le titre, rien n'a branlé d'être un violeur. Enquête ouverte contre l'influenceur Pafman après des centaines de signalements. Encore un influenceur, encore sur les réseaux sociaux, ce cancer. Suivi par plus de 60 000 personnes sur TikTok, Pafman et ses conseils pour soulever des meufs sont désormais dans le viseur de la justice. Libération a recueilli le témoignage d'une femme qui l'accuse de viol. Je vous ai prévenu, trigger warning. Donc c'est l'influenceur Pafman, voilà, qui fait des vidéos sur TikTok où voilà, il décrit ses relations avec les femmes et il donne des conseils à une population d'incels, à une population masculiniste qui se nourrit de tout ce discours avec beaucoup de haine de la femme et de culture du viol. Ça commence fort. Un nom est-il un nom ? Oui, un nom est un nom. Voilà la question que pose l'influenceur Pafman dans une vidéo publiée mercredi 27 août en début de soirée sur le réseau social TikTok. Durant 7 minutes et 37 secondes, face caméra et torse nu, cet étudiant en droit de l'université de Lille expose sa version biaisée du concept de consentement en réaction à une sauce, une polémique, alors que le jeune homme de 22 ans est la cible de critiques venues de milieux féministes, mais pas que. Tu m'étonnes qu'il soit l'objet de critiques. Un nom est-il un nom ? Et donc, il va nous exposer sa version biaisée du consentement. Car au milieu de conseils en séduction sexistes et masculinistes, Jonathan N, de son vrai nom, se prête régulièrement à l'apologie du crime de viol et a même décrit dans une vidéo des violences sexuelles dont il aurait été l'auteur. Vraiment, toute la communauté masculiniste, c'est un cancer. C'est des gens inadaptés qui voient en les femmes vraiment la raison de leur médiocrité, de leur perte de confiance, de leur perte de privilèges, etc. Et donc, qui s'abreuvent de discours de personnes qui les brossent dans le sens du poil, en gros, qui disent vraiment que l'ennemi, c'est la femme, qu'il faut la dominer, qu'il faut vraiment s'en servir comme en tant qu'homme, on devrait s'en servir. Donc c'est très, très récurrent, hein. On a eu toutes les histoires sur la commission d'enquête sur TikTok avec les Alexis Chen, par exemple, qui a vraiment ce discours vraiment dégradant pour la femme. Et qui est suivi souvent par des jeunes, hein, des jeunes hommes en perte de confiance, des jeunes hommes inadaptés dans leur relation avec les femmes, et donc qui cherchent des mentors, des modèles, vraiment des hommes alpha finalement qui les domineraient à leur tour eux-mêmes pour leur apprendre comment se comporter comme des hommes. De plus, une femme affirme auprès de Libération avoir été violée par Pafman en 2021. Celui-ci est présumé innocent, bien entendu, présomption d'innocence. Selon nos informations, la plateforme Pharos, qui permet de signaler des contenus illicites en ligne, a reçu plusieurs centaines de signalements concernant Jonathan N, suivi par plus de 60 000 personnes sur TikTok. Majorité des hommes, majorité des jeunes. Il y a également des femmes, malheureusement, mais c'est des communautés majoritairement masculines. Donc au moins ça a été signalé, mais encore une fois, on va voir l'incapacité de notre société à régler ce problème, à prendre en main ces discours et à les laisser vraiment se répandre
vraiment avec une incapacité, une faiblesse à pouvoir vraiment sanctionner ces discours. La direction générale de la police nationale précise auprès de Libération avoir caractérisé les faits et orienté l'affaire vers un service territorialement compétent, à savoir le parquet de Lille. C'est bien, la police a caractérisé les faits. Donc, est-ce que pourrait y avoir des sanctions, des actions, des suppressions de l'accès aux réseaux sociaux pour ce type de personnes? Bien sûr que non. La procureure de la République, Caroline Etienne, a également été saisie par le doyen de la faculté de sciences juridiques, politiques et sociales, Émeric Poteau. Sollicité, le parquet de Lille indique à Libération qu'une enquête a été ouverte dès réception, le 25 août dernier, du signalement de doyen. Donc voilà, il va y avoir une enquête qui va prendre des semaines, des mois, etc. En attendant, il va continuer sur le réseau et l'enquête, une fois que toute l'affaire sera retombée, ne mènera strictement à rien, à part suppression d'un ou deux contenus anciens, mais il n'y aura aucune action réellement prise. Je vous donne le futur, hein. Je vois dans le futur. Et surtout, je comprends pas, les faits sont caractérisés, ils sont montrés, etc. D'où est-ce qu'il y a besoin d'une enquête? Est-ce que pour un excès de vitesse, il y a une enquête? Est-ce que pour une constatation de flagrant délit, d'un délit de parking sur une place handicapée, voilà, tous ces délits, il y a besoin d'une enquête? Non, les faits là sont caractérisés, ils donnent un discours qui est sanctionnable, il faut qu'il y ait une sanction, comme un délit. Moi, je serais partisan qui est, voilà, c'est un peu ces délits automatiques comme l'excès de vitesse qui, dans un premier temps, tout du moins, donne déjà au moins une amende, au moins une sanction, avec peut-être un permis de réseaux sociaux, etc. Donc tout le monde va me dire attention à la liberté d'expression, etc. Mais cet argument-là nous confronte à des contenus intolérables. Donc à un moment donné, il va falloir quand même trancher sur ces questions de liberté d'expression. Dire qu'un nom est un nom, c'est inadapté à la réalité. Depuis plusieurs semaines, Pafman choque une partie des internautes en délivrant des conseils de séduction polémiques dans des vidéos au titre explicite. Comment gérer une meuf rebeu? Comment bien baiser une go? Où est-il possible d'être une meuf innocente alors que tu t'es fait soulever par plein de bougs? Vraiment tout le discours masculiniste classique. Récemment, il a expliqué pendant un live avoir eu plusieurs relations sexuelles avec sa petite amie qui lui aurait pourtant exprimé son refus 20 fois. 20 fois. Face à l'indignation dans les commentaires ou sur X, Pafman se justifie. Alors là, on va avoir la justification de Pafman sur le consentement. Un non d'une seconde qui intervient après un oui de 2 semaines, c'est pas un non. Ah bon? Qui te donne une information sur le consentement de la meuf. Alors, peu importe si c'est prévu depuis 2 semaines, depuis 2 ans, depuis 10 ans, que tu as prévu d'avoir une relation sexuelle, c'est au moment de la relation sexuelle où la personne peut exprimer son non de manière tout à fait normale. Et ça donne une information sur le consentement. Face à la situation, tu peux tout à fait changer d'avis. Même après avoir consenti à un rapport sexuel et être pendant le rapport sexuel, tu peux exprimer un non. Tu peux exprimer un non à tout moment et ça te donne une information sur le consentement. Le consentement n'est pas donné une fois et valable ad vitam aeternam. Il peut être pris à tout moment. C'est vraiment une notion de consentement de base. C'est un nom qui te donne une information sur l'état mental de la meuf. Ça te donne une information sur l'état, oui, de la personne. Est-ce qu'elle est excitée? Est-ce qu'elle n'est pas excitée? Est-ce qu'elle est intéressée? Pas intéressée? Est-ce qu'elle est dans le mood? Pas dans le mood? Est-ce que, oui, c'est l'état de la personne. Elle te donne son consentement à l'état donné. Mais lui, quand il dit ça, je pense qu'il veut plutôt dire que c'est plutôt négatif pour lui, c'est-à-dire un état mental, elle est perdue, c'est une meuf bête ou quoi que ce soit. C'est ça son état. Et même si c'était ça, qu'elle soit perdue, qu'elle soit bête, qu'elle soit complètement folle, ça devrait te faire un red flag et te dire, encore plus, on va arrêter, quoi. Mais bon. Une meuf qui te dit non, alors que c'était prévu que tu la kennes, c'est juste une meuf qui, sur le coup, a un blême.
Bah, alors c'est mal exprimé, mais c'est que sur le coup, là, il y a un truc qui va pas. Oui, effectivement. Et s'il y a un truc qui va pas, bah, c'est un consentement, quoi. Et même, encore une fois, tu as pu consentir à l'acte. Pendant l'acte, il y a une position que t'aimes pas, t'en as marre, t'as plus envie, t'as des trucs qui t'ont dégoûté, quoi que ce soit. Oui, t'as un problème, bah t'arrêtes. Ça paraît logique. T'as juste à identifier le blême et le régler pour soulever la meuf. Donc moi, je vais vous le traduire un peu parce que, en gros, quand il dit t'as juste à identifier le blême et le régler, c'est en gros la manipuler ou faire pression ou voilà, identifier la faiblesse de la personne pour pouvoir t'en sortir, la manipuler, la diriger là où tu veux pour pouvoir soulever la meuf. Donc toujours les terminologies dégradantes pour la femme, tu vas la soulever. Voilà, c'est vraiment toute cette idéologie masculiniste. Donc pour quand même sortir un peu de positif, qu'est-ce qu'on peut noter de positif quand même? T'as juste à identifier le blême et à le régler. En fait, c'est mal exprimé, mais il y a un petit fond qui peut être positif. Faut de la communication en fait. Oui, il faut comprendre qu'est-ce qui va pas. Est-ce que c'est parce que le jour même, elle a pas envie, mais ce sera possible dans quelques jours parce que voilà, sur le moment, elle a pas envie. Faut le comprendre ça. Est-ce que non, c'est un non définitif, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais de relation, qu'elle est plus intéressée par rapport à toi? C'est une autre situation différente. Est-ce que c'est juste une position? Est-ce que c'est juste, je sais pas moi, parce que elle a l'impression d'avoir beaucoup marché, transpiré, elle a l'impression de se sentir mauvais, donc elle se sent mal à l'aise. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de lumière? Est-ce que c'est, oui, c'est la communication. C'est bon pour savoir si c'est un non dans le sens, il y aura pas de relation avec toi, ou est-ce que c'est un non de, c'est pas le moment, c'est pas l'excitation, c'est pas la position, quoi que ce soit. C'est important de communiquer. La communication est importante. Et que savoir, par exemple, si en gros, elle a envie d'avoir une relation, mais dans le moment ou dans le contexte ou quoi que ce soit, elle se sent pas à l'aise et donc elle est bloquée. C'est savoir ça. Quel est le niveau en fait de consentement? Est-ce que c'est un consentement à l'acte, mais avec un blocage, ou est-ce que c'est pas un consentement à l'acte? En fait, je m'exprime mal, mais c'est important de pouvoir discuter sans mettre de pression, sans faire du chantage, sans essayer de la convaincre d'aller au-delà de ce qui la bloque. Juste comprendre, écouter, en fait, être à l'écoute des gens, ça me paraît être le minimum. Mais encore une fois, lui, quand il exprime, t'as juste à identifier le blême et le régler. Faut comprendre. En gros, t'as juste à comprendre ces blocages et trouver les manières de manipuler, les manières de détourner ces clés de blocage pour arriver à tes fins. Donc là, c'est encore un discours hyper toxique et hyper dangereux pour la jeunesse. Encore une fois, c'est des jeunes qui écoutent ça, c'est des jeunes qui apprennent les relations humaines au travers de ces contenus et qui vont reproduire ces contenus. Et là, on voit un exemple. Dans un autre article, TikTok supprime le compte de l'influenceur masculin Alexis Chen qui revient aussitôt sur l'application. Alexis Chen qui a fait l'objet, qui était inclus dans les influenceurs sur la commission d'enquête sur le contenu sur TikTok et les dangers pour la jeunesse. Son contenu a été supprimé, le compte a été supprimé et immédiatement remis sur l'application. Et il continue normalement. Et là, on voit vraiment l'incapacité, la faiblesse de notre structure à pouvoir contrôler, maîtriser ces discours dangereux pour les jeunes hommes. À l'entendre, excusez-moi, à l'entendre, la jeune femme hésitait car elle était vierge. Ce qui compte, et je m'adresse vraiment aux garçons, c'est que c'est vous qui contrôlez la situation. Non, c'est une relation à deux. Vous ne contrôlez pas la situation. Chacun contrôle sa propre situation, son propre consentement, et à deux, vous contrôlez la situation, mais pas juste l'homme. C'est pas l'homme qui contrôle la situation. Vous n'êtes pas des violeurs. En fait, si on suit ses conseils, si. Dévierger une raclie, c'est un truc que tu fais si tu sais contrôler une situation. La phrase est tellement horrible, tellement dégueulasse. Dans la vraie vie, c'est pas une question de oui ou non. Si. Le consentement
a déjà été donné au moment où les deux personnes se chauffaient sur Snap. De pire en pire. Vous vous êtes même pas rencontrés. Vous vous chauffez sur Snap et là, ça voudrait dire consentement. Et c'est aberrant que des personnes, des êtres humains, puissent parler comme ça. Dire qu'un nom est un nom, c'est inadapté à la réalité. C'est totalement adapté à la réalité. C'est affolant. Vraiment, le consentement, de jour en jour, sur les réseaux, on comprend que c'est de pire en pire et que c'est de moins en moins compris par tous ces influenceurs et donc toutes ces personnes qui vont se former à ça. Pour moi, il faut un enseignement au consentement à l'école, par exemple, le plus tôt possible, vraiment pour les jeunes, pour rapidement comprendre qu'est-ce que le consentement à son corps, pour éviter les violences faites aux enfants. Et de manière, je pense, un peu plus poussée, je donne mes solutions, mais de manière un peu plus poussée au collège, je pense, au moins 10 heures, par exemple, dès la 6e, 10 heures de cours au consentement, sur les différentes situations, sur les différents exemples, sur les différents risques pour les gens d'aller contre le consentement, même sans faire exprès, de tout comprendre rapidement sur le consentement, minimum 10 heures d'éducation à l'école pour comprendre le consentement. C'est vraiment le strict minimum. Un raisonnement qui va totalement à l'encontre de la réalité et encourage de fait les hommes qui suivent Pafman à ne pas respecter le consentement des femmes. Ben oui, parce que toujours, le discours des influenceurs, comme leur nom l'indique, ils influencent, ils forment finalement la jeunesse, ils éduquent la jeunesse avec leur discours. Discours qui aiment souvent, des formes volontairement amplifiées, volontairement rendues plus hardcore, parce que ça fait du chiffre, parce que ça fait du volume. Donc tu peux avoir des influenceurs, Pafman, peut-être qu'ils jouent un rôle, peut-être que lui pense pas ça, mais il se dit ça marche, regardez, ça fait du buzz, etc. Sauf que derrière, les gens prennent ça premier degré. Les gens prennent ça comme le réel et s'appliquent après dans la vie. D'où vraiment le danger en lui-même des influenceurs qui tiennent ces discours. Ces phrases sont par ailleurs qualifiables d'apologie d'atteinte aux personnes et agression sexuelle. Un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 45 € d'amende. Spoiler, il n'aura jamais rien, puisque notre putain de justice ne prend pas l'ampleur de ce phénomène, ne prend pas la gravité de ce phénomène, et reste dans son discours, c'est sur les plateformes, on a la capacité, etc. Si t'as pas la capacité de contraindre les plateformes comme TikTok, comme Kik qu'on a vu avec l'affaire Portmanov, tu t'attaques aux influenceurs directement et qualifiable d'apologie d'atteinte aux personnes et agression sexuelle, ça c'est un délit, tu attaques directement la personne et tu fais un exemple. Un exemple, tu montres que ce n'est plus acceptable dans notre société. Tu penses quand même pas que tu vas partir sans me donner ce que je veux. C'est littéralement une phrase de violeur. Auprès de Libération, Mélie Flu, une militante féministe qui préfère conserver son pseudonymat, rapporte être tombée une première fois sur des contenus de ce TikToker en mai. Il expliquait dans une vidéo comment vicier le consentement des femmes maghrébines. C'était très ciblé. Donc vicier le consentement, vraiment, c'est comment aller au-delà du consentement, comment manipuler, comment contraindre le consentement. C'est vraiment de l'apologie du viol, c'est vraiment de donner des conseils, comment manipuler, comment vicier le consentement des femmes, et en plus avec une connotation raciste, puisque c'est spécifiquement ciblé sur des femmes maghrébines. Et ça reste sur les plateformes, c'est en accès libre. Et il faut que le public s'indigne de ça. Sinon, si ça ne fait pas de bruit, il n'y a aucune poursuite. Selon elle, Pafman est suivi par une communauté de jeunes hommes qui le soutiennent coûte que coûte, bien sûr. Il réduit les femmes à des objets et fait l'apologie du viol, abonde Nolwenn Jonaska, autre militante active sur les réseaux sociaux. Il est vraiment dangereux. Et oui, c'est ce que je vous explique. C'est pas tellement son discours en lui-même qui est dangereux pour sa personne. Ça fait déjà un violeur.
ou en tout cas quelqu'un qui a un discours de violeur, mais c'est surtout sur ce qu'il inculque à des milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, 60 000 abonnés, 60 000 abonnés, donc qui vont voir régulièrement son contenu, et en plus de ces abonnés, il y a tous ceux qui vont le voir sans s'abonner, donc ça peut monter facilement à des centaines de milliers de personnes. C'est extrêmement dangereux. Habitués à la sensibilisation sur les violences sexuelles et l'oppression des femmes, Meliflu et Nolwenn Jonaska ont commencé à dénoncer Pafman après une vidéo dans laquelle il affirme n'en avoir rien à branler d'être un violeur. Sachez que si j'avais violé une meuf, je ne m'en voudrais même pas. J'en ai carrément rien à branler. Puis de se demander à haute voix pourquoi il n'a jamais violé une femme. J'ai jamais trouvé la réponse. Je pense que c'est juste le fait que c'est pas mon truc. Que dire de tout ça? Que dire que ça... Rien à branler d'être un violeur. Alors, qu'est-ce qui doit vous choquer d'être un violeur? C'est pas tellement la loi. Et malheureusement, on sait très bien que si c'était dépénalisé, le viol, qu'il y aurait un nombre énorme d'hommes qui s'adonneraient à ça. Ce qui devrait normalement vous bloquer, c'est pas la loi, c'est l'empathie. C'est l'empathie de savoir que vous faites du mal à une personne, d'imaginer la réaction de cette personne après ça, la dégradation qu'elle peut avoir dans son mental, dans sa vie, dans sa santé. C'est ça normalement qui doit bloquer les gens. C'est l'empathie. C'est vraiment, t'imagines, même toi, tu ne pourrais plus dormir d'imaginer le mal que t'as fait qu'une personne se retrouve comme ça, de par ta faute, en état de détresse. C'est ça qui devrait te bloquer, pas la loi. Et lui, il en a rien à branler. Il y a vraiment une perte totale d'empathie, je trouve, sur les réseaux. De plus en plus, ça me saute aux yeux. Alors, c'est pas une nouveauté, bien sûr, parce qu'il y a eu des massacres, il y a eu des génocides dans l'histoire, donc forcément, il y a des gens qui n'ont pas d'empathie. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est tout un chacun sur les réseaux sociaux, sur tous les thèmes, sur Gaza, la manière dont les gens parlent en toute indifférence, avec du mépris, avec vraiment la volonté de dégrader des pauvres gens qui se font bombarder, qui subissent une famine, qui sont déplacés, en s'en foutant totalement du côté humain, c'est affligeant, c'est aberrant, cette perte d'humanité. Sur tous les discours sur l'immigration, sur les étrangers, etc., les gens n'en ont plus rien à foutre des autres êtres humains. Ils en parlent comme des choses déshumanisées. Et je vous donne que quelques exemples, et voilà, tous les sujets. Et on l'a vu aussi sur l'affaire Portmanoff, dont il y a une vidéo, si vraiment vous étiez dans une grotte et que vous n'avez pas suivi l'affaire, il y a une vidéo sur ma chaîne sur le début de cette affaire Portmanoff, où c'est vraiment une perte totale d'empathie des gens qui sont désensibilisés, qui voient une personne qui disent aimer se faire humilier mentalement et physiquement devant l'écran et trouvent que c'est du divertissement. C'est vraiment une perte totale d'empathie qui est pour moi un signe vraiment de la déchéance de nos sociétés. C'est tout à chacun, c'est notre voisin, etc. Plus personne n'a ce côté humain en lui. Donc il y en a vraiment carrément rien à branler. Voilà. Et il a jamais trouvé la réponse pourquoi il n'avait pas violé. Bon. Ça va arriver peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas son truc. Bon, on sait pas trop. Pourtant, ces mots ont particulièrement résonné dans l'esprit de Léa. Donc c'est un nom, je suppose, transformé. Craignant des représailles, elle préfère rester totalement anonyme et refuse de porter plainte. Auprès de Libération, la jeune femme se souvient avoir rencontré Jonathan N. en 2021 sur l'application de rencontre Tinder. Au domicile du futur Pafman, Léa s'entend dire que ce dernier a envie d'elle, à quoi elle lui retorque qu'elle n'est pas venue pour ça. Alors j'entends déjà tous les discours de masculinistes. Ah, elle est venue chez lui, elles se sont draguées sur Tinder, et donc là, apparemment, elle serait pas venue sur ça. Oh, réveille-toi, ma petite, etc. Non, tu peux te déplacer chez des gens sans forcément vouloir de passer à l'acte pour X mille raisons.
Tu peux dire que c'est pas très fut-fut, que c'est dangereux, etc. Peu importe, tu n'attaques pas la victime, tu n'attaques pas son discernement. Il n'y a aucune raison qui pousse quelqu'un à aller contre le discernement et le consentement d'une autre personne. Et même si elle s'était déplacée pour ça, une fois sur place, elle peut ne pas se sentir à l'aise, ne pas se sentir intéressée, changer d'avis, etc. Le consentement n'est pas indéfini, illimité. C'est-à-dire qu'il n'est pas exprimé une fois et compte après jusqu'à la réalisation de l'acte. Non, il est évolutif. Après avoir insisté et feint la compréhension, l'homme aurait alors claqué la porte de sa chambre et plaqué Léa contre le mur. Tu penses quand même pas que tu vas partir sans me donner ce que je veux. Mon cerveau est passé en mode survie, en quelque sorte. Soit je me laissais faire, soit je prenais le risque de me faire violenter. J'ai pensé que la première option était la bonne. C'est la description, voilà, de passer outre le consentement d'une agression sexuelle, d'un viol. Se souvient-elle au téléphone. Un moment plus tard, dans plusieurs messages consultés par Libération, Jonathan N. affirme sans vouloir d'avoir brisé la morale de Léa. Donc lui-même, dans des messages qui ont été consultés par Libération, donc qui ont été approuvés, Jonathan N. affirme sans vouloir d'avoir brisé la morale de Léa. Donc il reconnaît avoir brisé la morale de Léa, c'était quoi son expression? C'est l'expression comment vicier le consentement des femmes. Il rajoutait maghrébine. Et voilà, c'est vicier le consentement. C'est vraiment le détourner, le manipuler. Donc après, il se retrouve à briser la morale de Léa. Il y rappelle les multiples refus de la femme. Donc il admet lui-même qu'il y a eu plusieurs refus. Il admet je culpabilise. Quand même, il a un minimum de culpabilité. Mais, spoiler alerte, ce n'est pas fini. Sa culpabilité va pas durer longtemps. Quelques mois plus tard, fait d'échanges intermittents, il l'aurait recontacté pour un plan à 3. Bon, il était culpabilisant, mais il lui continue à lui proposer des choses. Devant le refus de Léa, il l'aurait insulté et lui aurait reproché de lui faire perdre son temps. Alors, encore une fois, les masculins, les incels vont nous dire fais des échanges intermittents. Ah, ok, donc la femme aurait été abusée, mais elle continue à échanger, etc. Ce n'est jamais un argument. Arrêtez de toujours regarder le comportement des victimes, regardez le comportement des auteurs et tous les mécanismes qui font que, peut-être que le discours lui a finalement rentré dans la tête de la victime pour pas finalement se rendre compte que c'était vraiment une agression ou de la faire culpabiliser, etc. Vous ne pouvez jamais comme ça mettre un argument sur un comportement de victime. Donc, devant le refus de Léa, il l'aurait insulté et lui aurait reproché de lui faire perdre son temps. Après cet épisode, Léa a pris des antidépresseurs, un traitement qu'elle a fini par interrompre de peur d'être jugée par sa famille. Donc forcément, voilà, c'est tout ce que je vous parlais sur l'empathie, c'est que il y a l'acte en lui-même où vous faites infliger une souffrance à une personne sur le moment, une personne qui peut même totalement dissocier, donc même pas s'en rendre compte, et longtemps après, en subir encore les dégâts, des traitements, des dégradations de sa santé, et en plus, voilà, des peurs d'être jugé, de la culpabilité, des choses qui vont la mettre encore plus en faiblesse, en souffrance, expliquer encore plus les comportements que les masculins donnent comme argument. Oui, elle est restée en contact, oui, elle n'est pas partie, etc. L'empathie devrait vous faire sentir tellement mal que c'est ça qui devrait vous empêcher d'avoir ce type de comportement, vous empêcher plus que la loi. C'est ça qui devrait vraiment vous bloquer là-dessus. Aujourd'hui, elle estime que sa santé et son sommeil se sont dégradés à cause de cet événement. D'autant que son petit frère lui a récemment consommé des vidéos de l'influenceur. J'ai gardé la face devant lui car ce n'est pas sa faute.
C'est l'algorithme qui est fait de cette manière. Elle a néanmoins demandé à ses 2 frères de bloquer le compte de Pafman sur TikTok. L'horreur pour une victime de voir ses petits frères consommer ce contenu, écouter le contenu de cet homme. Contactée par Libération, la plateforme régulièrement épinglée pour son laxisme face au contenu masculiniste affirme par écrit que les équipes de sécurité et de protection veillent avec la plus grande attention à ce type de contenu. Apparemment non, parce que c'est pas le premier. Après examen du profil des contenus allant à l'encontre de nos règles communautaires ont été supprimés. Des contenus ont été supprimés. Ok. Des vidéos ont été supprimées, mais par contre, le compte reste actif. Assure ainsi TikTok, même si à cette heure, des contenus du même acabit que ceux de Pafman sont toujours en ligne. Bah oui, parce qu'on leur pointe Pafman, il dit « Ok, on a supprimé ces vidéos, c'est tout. On le laisse diffuser. Par contre, tous ceux qu'on ne signale pas, voilà, on les laisse. Et quand je dis signaler, c'est-à-dire signaler de manière publique. C'est-à-dire, il doit y avoir des signalements d'anonymes, de gens, etc. Mais tant que ça fait pas assez de bruit, ils vont pas le supprimer. Parce que ces types de contenus font énormément de vues, sont consommés comme du divertissement par tous ces jeunes. La plateforme certifie par ailleurs que les vidéos de l'étudiant lillois ne sont plus proposées automatiquement aux utilisateurs. Donc pour eux, la problématique, c'est que c'est proposé automatiquement. Que des gens aillent le chercher, ce contenu-là, ce n'est pas problématique pour eux. C'est de la folie. Contacté par Libération, Jonathan N. affirme au sujet des accusations d'apologie du viol n'avoir jamais fait ça. Et il l'a littéralement fait. Sur les accusations de viol, le mis en cause répond « elle ment ». Vraiment, le nombre d'affaires qui se répètent de ce type-là sur ces influenceurs, qui en jouent aussi, j'insiste, qui en rajoutent forcément, qui s'enferment dans ces discours, parce que c'est des discours qui sont extrêmement porteurs en termes de vues, qui répondent à une fragilité, à une blessure, à un vide chez toute une population d'hommes en manque de relations, de confirmation de leur virilité, de confirmation de leurs privilèges, qui cherchent des gens qui vont le brosser dans le sens du poil, leur dire ce qu'ils veulent entendre, et le divertissement du « oh là là, c'est hardcore, il va loin, il dit des termes, etc. » C'est une horreur. Toutes ces affaires sont liées. C'est toujours le même type de communauté. Sur donc le Pafman, sur l'affaire Portmanov. L'affaire Portmanov, c'est encore des jeunes hommes qui se divertissent à voir la souffrance, à avoir des choses trash, à avoir des discours vraiment hardcore, à vraiment humilier, etc. Il y a toujours les mêmes ressorts. Les ressorts, c'est quoi ? C'est trouver des victimes. Pafman, c'est les femmes. Portmanov, c'était Portmanov. Pour pouvoir les rabaisser, les dominer, les humilier, pour, en comparaison, donner l'impression aux spectateurs d'être plus grand, d'être supérieur, d'avoir des gens inférieurs se faire dominer devant lui, se faire rabaisser, et lui donner l'impression d'être quelqu'un de privilégié, etc. Encore une fois, la réponse de l'administration, de la justice, des plateformes est complètement minable, complètement à côté de la plaque. Je ne comprends pas qu'en 2025, on ne soit pas capable de réagir plus vite, plus fortement et de manière plus directe sur les plateformes et surtout sur les influenceurs. Et c'est vraiment ce qui bloque, c'est l'argument de liberté d'expression. Je comprends cet argument-là. Je comprends que ça peut être une pente glissante, mais là, il n'y a pas d'interprétation à avoir. C'est littéralement un délit, comme on a vu que c'est caractérisé comme un délit qui est déjà défini. On devrait pouvoir appliquer directement une sanction sur ces contenus. Il n'y a pas de message caché à interpréter, quoi que ce soit. Les termes sont clairs. Pour résoudre, moi je vous ai dit une piste d'amélioration sur la jeunesse et sur les notions
de consentement. Si j'étais président de la République, votez pour moi. Première mesure, j'impose des cours de consentement et pas 1-2 heures, au grand minimum 10 heures, avec des mises en situation, tous les exemples de consentement entre un homme et une femme, entre un enfant et un adulte, le consentement dans le travail, consentement sur la durée, etc. Au grand minimum 10 heures. Et je rajouterais même des cours d'empathie. Mais alors ça, je ne sais pas si ça peut être... Enfin, que les scientifiques nous disent si c'est inné, si ça peut s'apprendre, si c'est dans l'éducation, etc. Mais l'empathie, la perte d'empathie, c'est aussi l'une des pires formes de déchéance de notre société. Et c'est ce qui va nous détruire, c'est la perte totale d'empathie, amplifiée par les réseaux sociaux, où maintenant tout à chacun peut déverser sa haine, sa déshumanisation sur tous les sujets. Je vous en ai cité certains. Le Gaza, l'immigration, les violences faites aux femmes, tous les handicapés, tout, à chaque fois qu'il y a possibilité, les gens déshumanisent, sont horribles dans les commentaires, disent des choses de plus en plus violentes. Il faut agir maintenant et tout de suite avant que ça ne franchisse des paliers encore plus importants. Voilà, je vous remercie bien. Ça va être tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire si vous avez identifié d'autres influenceurs, d'autres contenus qui seraient nécessaires de mettre en avant dans le sens, bien sûr, de le dénoncer, même si forcément dénoncer apporte toujours plus de visibilité et une augmentation des abonnés de ces, j'allais dire criminels, mais ces horribles personnages. C'est malheureusement un fait, c'est malheureusement ce qu'on doit subir, mais il faut dénoncer, il faut faire bouger les choses, parce que c'est que quand ça devient public que les gens bougent, que les institutions bougent. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres contenus, d'autres influenceurs qui mériteraient également qu'on en fasse la description et qu'on dénonce leur contenu. Mettez également aussi un pouce bleu, et je vous remercie bien, je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos.